Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre tribune qui vous permet de mieux comprendre l'actualité au travers donc des analyses de nos invités en plateau. Et ce soir, ils sont trois. Cécile Tonoucoin, il est administrateur culturel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir nos chers téléspectateurs. Très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir encore. Julio Tometti, bonsoir à vous. Bonsoir Rumial, bonsoir au plateau et à tous nos téléspectateurs. Vous êtes juriste, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, lui, il est journaliste. Il nous accompagne depuis donc, le début de cette émission. Théodule Moussa, bonsoir à nouveau. Oui, bonsoir. Bonsoir pour le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin, puisque l'une des décisions issues du Conseil des ministres, donc cette réunion traditionnelle des membres du gouvernement, c'est bien le projet Lumière du Bénin pour l'éclairage public dans nos différentes communes, dans les chefs-lieux même du Bénin. Et donc ce projet qui va s'étendre sur une période de 36 mois servira donc à éclairer nos différentes route du Bénin. Donc nous en parlerons avec nos invités en plateau. Nous allons pouvoir parler également de cette proposition de durée de la transition de la transition guinéenne. Bien évidemment, le colonel Doumbouya qui propose 39 mois. La CEDEAO est donc déçue de cette proposition. Nous en parlerons. Quelles sont les implications? Et donc nous parlerons de tout ceci avec nos invités. C'est Tonoucoin, le projet Lumière du Bénin pour l'éclairage public. Enfin, pourrait-on dire? Non, on ne pourra pas dire enfin, mais c'est tout un programme qui est mis en place par le gouvernement pour contribuer à l'autonomisation énergétique de notre pays. Il y a eu beaucoup d'actions qui sont rentrées en ligne de compte dans ce sens et nous pouvons citer les centrales photovoltaïques qui rentrent en ligne de compte en dehors des centrales thermiques. Et cela permet justement de renforcer l'autonomie énergétique de notre pays. Et Lumière du Bénin vient dans ce sens-là pour apporter la lumière dans nos communes. Vous savez bien sûr que la couverture en termes d'électrification publique est bien maigre ou presque inexistante dans notre pays, où nous passons dans des communes ou des chefs-lieux de communes où il n'y a presque pas de lumière sur les voies. Donc aujourd'hui, le gouvernement vient apporter la lumière aux populations, donc vient apporter plus de mesures de sécurité pour renforcer la sécurité également des populations avec ce projet qui est acté aujourd'hui et qui sera mis en œuvre dans les tout prochains jours et permettra à nos populations de sortir de l'obscurité et d'avoir justement le plaisir de jouir de la lumière à la tombée des nuits. Très bien. Il y a quand même, il faut dire que ce projet est inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Julio Tometti, est-ce que ce n'est pas paradoxal de voir quand même que lorsqu'on érige des axes routiers, qu'on ne puisse pas prévoir des lampadaires en réalité? Bon, généralement, il faut le dire, c'est l'État, une question de gouvernance. Une question de gouvernance et aussi beaucoup plus le rôle que jouent les différents acteurs du système routier. Notamment, je pense au ministère des Travaux publics, je pense au Centre national de sécurité routière et tout, parce qu'on estime que quand on parle de voies, après avoir construit ces biens, nous en avons même actuellement. Donc les premières choses, c'est d'assurer l'électrification et plus encore les feux tricolores. Nous avons vu par le passé même un certain nombre de voies ont été éclairées par le système de lampadaires solaires, mais ça n'a fait qu'un feu de paille. Je prends la route Godomé-Kwa où aujourd'hui c'est le noir complètement. Nous avons observé il y a quelques 2 ou 3 mois, quelque chose a commencé par être fait à partir de la descente de l'échangeur de Godomé, mais ça s'est arrêté juste au niveau
du carrefour de l'arrondissement là. On pensait que ça allait continuer parce que quand on a vu l'expérience, c'était très beau à voir, ça nous donne en fait l'assurance de la sécurité routière. Et donc les autres, quand vous roulez la nuit sur cette tronçon-là, il faut être sur le qui-vive. Et donc nous espérons que, parce que ce qui a été fait, ce qui est prévu dans ce que moi j'aime, je veux bien appeler Bénin de lumière, non lumière du Bénin. Bon, parce que ce sont les 77 communes, donc tout le monde en aura. Il s'agit comment dire, il ne s'agit pas que, en fait, des routes, il ne s'agit pas que des voies, il s'agit aussi des rues, des pistes ou bien des rues piétonnes, si l'on peut dire, des places publiques, des marchés, d'accord, notamment les alentours de marchés, pour permettre, au-delà de la question sécuritaire et d'assurance, pour permettre, en fait, une certaine animation, en fait, des places publiques, parce qu'ils vous souviennent de comment, en fait, les zones rurales s'animent la nuit, généralement. Vous voyez, sous un lampadaire, c'est tout un marché de foyers. Vraiment, ça donne, en fait, une autre vie. En fait, c'est comme une autre vie. Donc, nous espérons que, durant les 36 mois qu'il est prévu pour que ce projet dure, bon, ça puisse couvrir, comme il a été prévu, les 67 communes, pour que les zones les plus démunies en termes de lumière reçoivent la plus grosse part, ou que tout le Bénin soit électrifié. L'autre chose à remarquer, c'est que c'est, comme le disait Cécile tout à l'heure, comment dire, c'est un système de solaire voltaïque. Ça permet en fait une sorte de pérennité. Si en fait l'investissement de départ est bien fait, le reste devient presque gratuit, si ce n'est en fait les effets d'une sorte d'entretien en fait. Et donc c'est un gain. Et donc ça assure, il n'y a pas de, comme certains le disent, il n'y a pas de question de coupure d'électricité, en fait. De sorte que, normalement, dans certaines localités, lorsque vous voyez même sur les voyages de ces lampadaires solaires là, lorsqu'il y a coupure d'électricité, vous ne sentez même pas. Donc, en fait, qui vit sous le système de lampadaires solaires photovoltaïques, du moins, ne connaît pas, en fait, ce qui est délestage, ce qui est coupure d'électricité. Ouais. Donc, ça en ajoute davantage, comment dire, à la beauté de ce projet qui est en train de voir le jour, ou bien non, qui a vu le jour, parce que si ça a été acté au Conseil des ministres, c'est que tous les éléments ont été mis en œuvre, donc il ne reste maintenant que la phase de démarrage. En tout cas, nous avons vu déjà lors du premier quinquennat, les routes qui ont été érigées, par exemple à Porto Novo, vous voyez qu'il y a en même temps des lumières. Et la lumière, ça symbolise également la transparence. La lumière, ça symbolise, comme le disait... pardon ? La sécurité. La sécurité, tout à fait. Bien. Oui, vous l'avez bien dit, c'est général. Toutes les communes qui ont d'ailleurs bénéficié de ce grand projet, première phase, asphaltage, et qui est toutes ces localités qui attendent également la seconde phase. Et là, il faut le dire, parce que ça, c'est juste ce sont des parenthèses que j'ouvre. Les populations attendent parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé pour la première phase, et ils attendent impatiemment cette seconde phase qu'elle démarre et qu'ils bénéficient également de ces éclairages. Et donc, ce qu'on a vu pour la première phase, ça a été vraiment excellent. Vous voyez des localités qui étaient dans le noir, des gens qui vivaient dans des bas-fonds, qui n'ont jamais pensé qu'un jour des pavés ou du bitume allait traverser leur devant tout, mais aujourd'hui c'est éclairé avec des lampadaires solaires de grande taille, de nouvelle génération, comparativement à ce qu'on avait vu avec Proves ou un projet de l'UEMOA, en tout cas les lampadaires solaires qu'on avait connus par le passé. Et donc toutes ces localités, que ce soit Porto Novo, Paracou, Djougou, en tout cas les localités qui ont bénéficié de ce projet, ont vu ces rues-là éclairées à merveille. Et c'est cela la bonne chose. C'est surtout les lampadaires solaires. Nous avons également appris qu'il y a un projet un projet FED, du FED, un projet de RECASEB qui devrait alimenter en énergie solaire certaines localités. On ne sait pas si ça a été inséré dans le présent projet. De toutes les façons, c'est des projets un peu comme Lumière du Bénin qui doit donc éclairer nos rues. C'est un progrès.
Et déjà que l'annonce a été faite sur la toile, les gens s'interrogeaient, est-ce que ce serait effectif? On attend de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est cette émulation que ça a créé au sein de la population. C'est la preuve que la première phase de l'asphaltage a convaincu plus d'un et que d'ici là, ce projet de 36 mois où toutes les 117 communes seront électrifiées sera aussi la bienvenue. C'est l'autre charge, il faut le dire. Dès que ces lampadaires solaires, ces lampadaires en tout cas seront installés dans ces communes, c'est l'autre charge que devra gérer les municipalités. On y revient, Théodule Moussa, on est en train de parler de 1600 km, d'accord, en ce qui concerne donc l'électrification, en ce qui concerne ce projet. Et il faut quand même dire aujourd'hui que quand on parle de lumière, Théodule a commencé par le dire, parce que il est arrivé, quand on revoit un peu les tests touchant à l'organisation de nos communes, on se pose la question, j'ai entendu une fois le président de l'ANCB ou un maire dire que qui se charge de la réparation des lampadaires, qui se charge de la maintenance des lampadaires, est-ce l'État central, est-ce que les communes ont la cagnotte nécessaire pour y faire face? C'est une question qui est posée très souvent. Donc moi je pense que dans le cadre d'un projet, les mécanismes de gestion sont prévus. Et je pense que une fois que les infrastructures sont localisées dans une commune, c'est l'autorité locale qui a la charge, après la mise en œuvre de ce projet-là, de sa gestion. Donc on ne peut pas aujourd'hui se poser la question de savoir qui va s'occuper des lampadaires. Le projet est insufflé au niveau central, mais une fois que c'est mis en place, les structures au niveau central vont forcément passer la main à ces structures au niveau local pour continuer la prise en charge du projet. Et ça, je pense que c'est une réforme qui responsabilise davantage les autorités locales pour le maintien et l'entretien des biens publics. Nous voyons dans des localités de par le passé que ces lampadaires solaires qui sont installés sont objets de vandalisme, sciés, coupés, panneaux emportés, batteries délaissées, ainsi de suite. Ça, c'est des images que nous n'osons pas, nous ne croyons plus, enfin, nous n'espérons plus voir de ce qui va se faire dans les tout prochains jours. Et d'ailleurs, je pense que le choix du gouvernement en optant pour une technologie beaucoup plus avancée de lampadaires photovoltaïques permettra d'éviter un certain nombre de choses. Parce qu'on parle effectivement de la nouvelle génération. Absolument, parce que plus les phénomènes se présentent, plus les inventeurs trouvent des solutions pour sécuriser davantage ces équipements, qui ne sont pas des équipements qui courent la rue. Ça a un coût, et donc du coup, il va falloir mettre des mesures sécuritaires en place pour que ça soit moins vandalisé. Et cela va participer justement de la responsabilité à la fois des autorités locales et également des citoyens que nous sommes, parce qu'après tout, c'est nous qui sommes bénéficiaires de ces infrastructures une fois que c'est installé. Je prends toujours comme une image, lorsque vous allez à l'embarcadère de Calavi, qui a été rénové à un moment donné, il y avait des lumières qui sont placées pour permettre l'embarcation la nuit. Mais après quelques mois d'installation, toutes les lampes ont disparu du site, laissant le site dans le noir. Ça voudra dire que l'incivisme est toujours à son comble et il va falloir que nous sensibilisions davantage les populations pour aller comprendre que quand on met en place des infrastructures pour le public, ça doit être respecté parce que c'est également la source où le sens de civisme dont on parle qui doit pouvoir se faire valoir à ce niveau-là. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces investissements ne sont pas que des efforts du Bénin, c'est d'autres partenaires également qui accompagnent le gouvernement dans la mise en place de ces choses-là. Et lorsque des partenaires accompagnent et que le projet au bout du rouleau n'atteigne pas l'objectif parce que la pérennisation ne se fait pas, ça veut dire qu'on envoie justement un mauvais message et ce n'est pas bien. Très bien. Julio Tomensi, par rapport à la gestion et la maintenance quand même de ces lampadaires. Non, je pense que c'est une grosse problématique aujourd'hui. Oui, je pense qu'en fait, le gouvernement,
en mettant en œuvre le projet, je ne pense pas qu'il n'ait pas pensé à l'après-mise en œuvre ou à l'après-installation. Je pense qu'a priori, on doit mettre en place un mécanisme d'entretien, comme je disais tout à l'heure, qui implique en fait les autorités locales. Les autorités locales, je ne pense pas qu'ils aient un grand rôle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre des initiatives de leur chef, seulement qu'ils puissent avoir un couloir de transmission de l'information. Il y a des ouvertures financières aujourd'hui pour les communes. Les communes. Oui, mais ça dépend en fait de la ligne budgétaire de ces communes-là. La commune ne peut pas avoir une ligne budgétaire déjà fixée et que le gouvernement, à travers ces projets, en rajoute. Ce qui est sûr, il y aura un sort d'arbitraire. Pourquoi je commençais par dire, on ne peut pas mettre en place ces genres de projets et ne pas prévoir en fait un mécanisme pour en assurer l'entretien. Quand on sait que les communautés, on fait toujours la question, Julien Automati, quand on n'en arrive pas à consommer convenablement les fonds FADEC, c'est vrai que ça va connaître une restructuration, mais les communes n'arrivent pas à consommer le fonds FADEC et justement, ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour pouvoir faire face aux besoins. Non, les fonds ne sont pas disponibles partout. Je pense qu'il y a aujourd'hui une dynamique, d'accord, qui permet d'arrimer ces fonds-là, en fait, aux besoins. Parce qu'il y a une évaluation qui a été faite entre-temps, j'ai appris. Donc, ce problème devait avoir été résolu. Parce que le risque, c'est que, on va compter sur les fonds FADEC et les communautés vont vous dire après, ils ont pris tout pour réparer, en fait, les lampadaires solaires et donc, ils n'ont pas pu, en fait, puisqu'ils ne veulent pas laisser en rade le projet gouvernemental, ils n'ont pas pu faire les réalisations subséquentes inscrites dans leur plan commun, plan de développement communal. Je pense, en fait, a priori, ils doivent avoir, en fait, un rôle à jouer dans le suivi et l'entretien, mais c'est sur la base du mécanisme mis en place par le gouvernement. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un mécanisme de couloir de transmission de l'information pour en assurer aussi bien la sécurité que, en fait, l'entretien. Et par rapport à la question de sécurité, apparemment, on ne sommes même plus à l'abri. Parce que tel qu'il est dit, en fait, les lampadaires photovoltaïques, en fait, vous ne pouvez pas y prendre quelque chose et l'utiliser à toute fin. Ce n'est pas comme les autres où vous voyez vous-même la place de la batterie gros comme ça, et c'est ça qui fait l'objet de convoitise. Vous savez, les premiers qu'on a placés, vous avez vu un peu à quoi cela ressemble. Vous ne savez même pas ce que vous irez chercher là-bas. Et donc le plan de sécurité, je pense, ça va régler seulement, en fait, dans certaines communautés, les gens seront quand même curieux de détruire pour aller voir ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas quelque chose, un petit quelque chose à récupérer. Et donc, il faut anticiper en leur montrant d'abord la Constitution. Moi, j'ai tenté de voir, je suis allé même sur YouTube, tenté de voir, il n'y a presque rien dedans. En fait, c'est comme nos ateliers, des plaquettes, il n'y a même pas de fils, vous voyez deux ou trois fils. Encore moins de fusils. Voilà, donc c'est des plaquettes, ça ne peut pas servir à autre fin que ce pourquoi il a été. Donc l'autre, c'est les questions d'entretien pour voir, en fait, les questions de défaillance, ainsi de suite, pour voir là où il y a défaillance. Parce que l'autre chose qu'il faut relever en termes de sécurité aussi et qui tient l'autre, généralement, les zones dans lesquelles les gens arrivent à détruire ces lampadaires, c'est les zones dans lesquelles, généralement, il y a déjà deux, d'accord, dans les périmètres qui ne marchent pas et qui met, en fait, une sorte d'obscurité qui permet, en fait, d'officier. De sorte que, lorsque tout marche correctement, l'individu, puisque, en fait, l'obscurité est un vecteur, d'accord, pour commettre ce genre de forfait, l'individu voit, en fait, ses moyens limités. Donc, nous allons en appeler à ce qu'il y ait une forme de coopération qui permet entre le gouvernement et les communautés, notamment les municipalités, pour en assurer aussi bien la sécurité que l'entretien de ces lampadaires. Voilà. Oui, il y a très longtemps qu'on a entendu parler de ce discours. C'était presque un slogan dans le temps, transfert de compétences. Et donc, je crois que depuis 2016, on n'en entend plus parler, transfert de compétences, puisque l'État central a pris... Vous voulez parler du transfert de lampadaires? Transfert de compétences, puisque au moment où on criait sous tous les toits, il faut transférer aux
communes faire centrale, etc. Mais oui, on inscrivait les lampadaires parce qu'on se disait que non, normalement dans les tests, la mairie, sinon nos mairies devraient payer ou bien prendre en charge 50 francs ou 25 francs par lampadaire. Je crois qu'il y avait un truc du genre. Mais depuis 2016, on n'en entend plus parler. Plus personne ne parle de transfert de compétences comme c'était le cas par le passé parce que le pouvoir en place a réfléchi autrement, centraliser et gérer tout au sein des communes. Donc, ce qui veut dire que quoi dans la nouvelle loi sur la décentralisation, c'est sûr que ces charges, je dirais, ces équipements installés dans les communes, il y aura, en dehors du mécanisme que le projet aurait installé, il y aura une part de responsabilité des communes dans la gestion de ces lampadaires solaires photovoltaïques qu'on aura à installer. C'est-à-dire que il va falloir, c'est là la charge désormais des secrétaires exécutifs et autres, des directeurs financiers de nos communes. Directeurs, ceux qui se chargent également des services techniques. Des services techniques, oui, je crois qu'il n'y aura même plus de DST, il y aura une autre structure similaire, mais quand même qui se chargera de tout ce qui est technique au sein des communes. Il y a un responsable pour les services techniques. Forcément. Donc, c'est dire que ces lampadaires, nous devons... d'ailleurs, c'est un acquis, puisque heureusement, ce n'est pas aujourd'hui, nous n'assistons pas à des poses de première pierre, à des coups de pioche ou à l'installation du premier lampadaire solaire, et puis qui doit lancer les autres. Tout se fait dans la sobriété et dans c'est-à-dire on vit du concret, ce qui réconforte les Béninois. Donc c'est dire au Biad que aujourd'hui il n'y a rien à faire. C'est un espoir. La sécurité, les petits voyous qui circulent, qui opèrent encore dans les coins pour opérer des séances, des cas de braquage, alors qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Heureusement que la police républicaine fait excellemment bien son travail. Ça va limiter un peu ces cas, ces voyous qui vont encore oser poser des actes. En un mot, c'est pour la sécurité de nos localités, la sécurité de nos populations. La lumière, on en a véritablement besoin et c'est ça qui éclaire le monde. Tout à fait. Et on est en train de parler, en tout cas pour ce projet Lumière du Bénin, on est en train de parler d'un impact de 6 millions de personnes. En ce qui concerne ce projet, c'est la moitié du Bénin, hein, bien évidemment. Mais il y a l'autre aspect qui est important. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été témoin d'un cas d'incivisme d'un chauffeur qui carrément a mis à terre les lampadaires. Et puis, la mairie, ou du moins, il s'en est sorti simplement, au lieu de réparer, parce qu'il y a des cas où vous voyez tout simplement des cas d'accident qui provoquent justement ces lampadaires, les dégâts. Oui, c'est l'autre facteur à régler. Et pour que tout contrevenant, l'accident, on ne le souhaite pas, mais lorsque ça arrive, il faut assumer les dégâts. Et lorsque ça arrive, je pense que les différentes autorités en charge de la gestion, que ce soit la police, que ce soit le centre de sécurité routière et l'autorité locale, puissent avoir justement à ce niveau-là le mécanisme pour pouvoir faire payer justement les dommages et intérêts à l'acteur de ce sinistre. Parce que si tout est vandalisé ou pour faire d'accidents, ces infrastructures arrivent à être sur terre, l'objectif du projet ne sera pas atteint. Donc du coup, lorsqu'il y a cas d'accident, il faut forcément qu'il y ait réparation et que le poteau solaire qui est tombé puisse être remis en place pour permettre l'éclairage public comme il le faut. Et ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur nos routes. Lorsqu'il y a accident, surtout avec les gros porteurs, c'est souvent ça. Des lampadaires par terre en série et 6 mois après, vous les voyez toujours là, non fonctionnels. Et ce n'est pas du tout bien. Et donc, il va falloir que les autorités en charge de ces équipements-là puissent vraiment jouer le rôle qui est le leur et faire payer justement la réparation aux contrevenants. C'est d'autant plus important que, au-delà de l'éclairage public, c'est également la beauté
de nos villes, de nos artères qui est mise en exergue aussi, parce qu'une ville qui se développe et qui ne présente pas un aspect de beauté n'attire personne. Et aujourd'hui, avec la politique du gouvernement, de mettre en avant le tourisme comme source un levier important, de développement, de croissance économique, il va falloir que ces infrastructures qui sont installées puissent jouer vraiment leur rôle d'attrait et de développement dans nos différentes localités. Quand on parle de communes, la gestion, la sécurité, quand il y a vandalisme, quand il y a incivisme, les partis politiques sont indexés aussi parce que ce sont les partis politiques qui gèrent les communes, les collectivités territoriales. Les partis politiques ont forcément, avaient toujours en fait une responsabilité dans la gestion des collectivités territoriales. Et cette responsabilité est encore plus affermie aujourd'hui à travers la loi complétive ou explicative relative au code électoral, notamment par rapport à l'installation des conseils communaux, à la désignation en fait des dirigeants des communes, parce qu'aujourd'hui, dans certains cas, c'est le parti politique qui désigne, sinon qui nomme le maire. Donc, à travers cela, la responsabilité des partis politiques est encore plus accrue. Beaucoup d'acteurs avaient dit en ce moment-là, donc si vous faites désigner quelqu'un ou bien si vous le faites nommer, vous devez l'accompagner dans la gestion, parce que, en fait, les écarts de gestion ou bien les insuffisances de gestion auraient été les insuffisances en fait du parti. Et donc le parti doit mettre en fait les moyens, quand je dis moyens, c'est notamment les moyens humains à sa disposition en fait en termes de coaching, en termes d'orientation, pour que la gestion soit efficace, pour garantir, d'accord, que le parti continue d'être majoritaire dans la communauté. Donc en fait, pour les citoyens, on doit être même regardant sur ça. Et donc, tout ça là doit peser, en fait, sur les choix que nous faisons. Et donc, au-delà de ça, la question de vandalisme ou bien des trucs là, je pense qu'en fait, c'est le défaut de l'application rigoureuse des tests qui amènent cela. Hormis les cas où on n'a pas pu retrouver, en fait, le contrevenant, encore que il nous a été parlé récemment de ces caméras, de ces radars ou de ces caméras de surveillance. Ça va régler beaucoup de choses. Mais les cas les plus ahurissants, c'est que vous voyez, on a identifié le véhicule, on a tout identifié, la police est même venue faire le constat, mais on ne sait pas comment les dégâts restent là, et pour ne pas dire presque éternellement. On se demande quel est le mécanisme de réparation, parce qu'en fait, lorsque vous brûlez le rouge, je pense que beaucoup de dispositions de notre code pénal l'a prévu. C'est notamment en fait les peines pécuniaires en termes de dommages et des dommages internes, parce que vous devez réparer, et donc ça peut aller même des fois jusqu'à des fois à des peines privatives de liberté. Mais on ne sait pas comment les gens s'arrangent toujours pour que on ne peut pas savoir si les contrevenants règlent la chose et que ce sont les administrations qui ne font pas leur rôle en réparant, ou bien rien ne se passe du tout. D'autres vous diront que ce sont les compagnies d'assurance, et c'est là qu'on les comprendra. D'autres diront que c'est les compagnies d'assurance. Et quand nous voyons la manière dont les compagnies d'assurance se comportent vis-à-vis des citoyens, on peut imaginer un peu ce que ça peut être. Parce que vous êtes sinistré, vous faites toute la procédure, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va jusqu'à 5 ans des fois. Donc, 5 ans, c'est trop peu dire. Même jusqu'à 10 ans. Donc, il y a des cas de sinistre de 2008 qui sont en train d'être réglés en 2022. Donc, imaginez-vous. Les sous régulièrement. Chaque année. Les causes peuvent être partout, mais il y a, je pense, on ne peut pas faire de tels investissements et ne pas renforcer les mesures de répression, les mesures de contrôle qui permettent de réparer très rapidement lorsque ces dégâts-là arrivent à survenir. Réparer et sanctionner pour que, parce que c'est vrai, nul ne peut présager de ce qui va arriver. Personne ne veut aller lui-même cogner en fait les infrastructures, mais ça va permettre en fait aussi une certaine responsabilité en matière de sécurité routière. Sur la question. C'est un aspect important de la chose que je lui ai abordé en dernière position, parce que quand vous
vous assistez à ces cas d'accident. C'est vrai, personne ne présage de ce qui peut arriver. Il peut arriver au moment où le conducteur perd le contrôle, qu'il soit à moto ou en voiture, on ne sait vraiment pas. Mais quand les chocs viennent jusqu'à toucher ces lampadaires-là, mais écoutez, il faut entendre les chauffeurs, les conducteurs parler, mais on vous dit que l'assurance va s'en charger. L'assurance va s'en charger. L'assurance va s'en charger pour combien de temps? Alors que, c'est vrai, le constat a été fait par la police. Les services compétents sont venus. On a identifié le véhicule, le propriétaire et tout. Mais même vous prenez la nouvelle voie bitumée du côté, là, nous venons dans le littoral, cinéma Concorde, cinéma Eouzou, ou cinéma Concorde, jusqu'au niveau de Homocline. Mais il y a eu au moins 3 lampadaires. Ça, ce sont les lampadaires photovoltaïques de nouvelle génération qui sont installés, qui ont été touchés, des lampadaires qui sont restés là, au moins, je dirais au moins 10 jours avant qu'on ne les enlève. Et pour quelle destination? Quelle a été la procédure engagée pour que ça soit réparé? Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'argent du contribuable qui a servi à la construction de tout ceci, et donc nous devons préserver ça. Il va falloir que le mécanisme de contrôle de tous ces cas soit véritablement strict et dur, et qu'on arrive désormais à identifier les personnes. Si ce sont des sociétés d'assurance qui doivent s'en charger, qu'ils s'en chargent, et ne pas laisser traîner, jouer le jeu qui se joue avec les sinistrés. 10 ans, 5 ans après, avant qu'on ne règle la situation. Or, chaque année, c'est-à-dire vous devez payer votre assurance. Si vous ne payez pas, la police est là et ça mérite la prison. Alors, mais maintenant, quand il y a de ces situations-là, pourquoi ne pas régler? C'est vrai, ce qui se passe avec les individus, ça se passe avec nos équipements. Tout ce qui est matériel public, nous savons en tout cas que la décentralisation, les nouveaux tests, sinon le projet même dans son ensemble aurait prévu des mécanismes pour régler cette situation-là. Toujours est-il que ce sont des investissements, de lourds investissements qui font la fierté des Béninois. Il va falloir qu'on travaille à ce que, au cas où de pareilles situations, de dommages se posent, qu'on arrive quand même dans les jours à suivre, de remettre ça en ordre pour que l'harmonie qu'on voit soit toujours de mise. Très bien, merci. Chers invités, nous passons maintenant au deuxième sujet. Cette proposition faite par la junte au pouvoir en Guinée, 39 mois, c'est la proposition de la junte au pouvoir, la junte conduite par le colonel Doumbouya. En tout cas, ces 39 mois n'agréent pas la CEDEAO. Julien Otomenti, est-ce une provocation de la Guinée? C'est une provocation. Bon, est-ce qu'on parle de provocation? Les États, ou bien ces États-là aujourd'hui, ou bien ces pushs-là, ces pushistes, il faut le dire, en font quelque peu à leur tête. Parce que, moi, je l'ai toujours dit, la CEDEAO ne vaudra que ce que nous voudrions que la CEDEAO soit, notamment les chefs d'État. Il faut le dire, hein, la junte aujourd'hui se cache derrière, comme ils l'ont toujours fait. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de ce que la CEDEAO ne peut être que ce que nous aurions voulu. À un moment donné, les gens se cachent derrière, une sorte de souveraineté, en fait, des peuples, ou bien du pays par rapport à l'institution régionale pour se soustraire à certaines obligations, ou bien pour se soustraire au respect, en fait, des règles qu'on s'est librement prescrites. Il faut le dire, la CEDEAO, déjà au départ, avait demandé un délai de 6 mois maximum pour l'organisation des élections. Il a fallu, donc, on l'a donné 1 mois pour donner un délai. Donc, dans les 6 mois après le push, lorsqu'on a fait un semblant de on comprend. On a parlé des assises nationales. On comprend, le peuple allait en arrière, donc vous avez 6 mois. La junte a pris tout son temps, pour parler de concertation de ci, de concertation de ça. Ces concertations qui ont même été contestées, d'accord, en Guinée, parce que la plupart, pour ne pas dire des partis politiques, ont répondu absents à ces 2 grandes concertations. Il y a l'un qu'on a appelé la conférence dite de réconciliation et un cadre de concertation inclusif qui doit rendre, en fait, les travaux qui doivent faire tout là. Donc, il paraît que, lors de ces différentes concertations, il avait été préconisé entre 18 mois
et 52 mois. Donc, le colonel Doumbouya a dit, bon, il reste dans la ligne médiane des 18 et 16 mois pour proposer. Il faut trouver le juste milieu. Donc aujourd'hui, il dit non, ce n'est pas moi Doumbouya, mais ce sont les Guinéens à travers les différents dialogues que nous avons organisés et qui ont fait cette proposition. Et nous, on ne peut rien d'autre faire que de rester dans la ligne médiane. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les forces dont dispose la CEDEAO pour, les ramener à la raison ou bien à les amener à trouver un délai un peu plus court, parce que la seule arme que la CEDEAO continue de brandir, ce sont les sanctions précédemment prises contre la Guinée. S'il faut alléger, aujourd'hui c'est de savoir s'il faut alléger ces sanctions-là ou les durcir. Donc, ils vont arbitrer. Ce qui est sûr, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que il y a les échanges entre la Guinée et la CEDEAO, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Mais il faut le dire, je l'ai toujours dit à Romiade, il ne faut jamais faire confiance à une junte. Il ne faut jamais faire confiance à un pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit, ce mode d'accession au pouvoir, je le combattrai toujours, quelle que soit la nature, la qualité de celui qu'on a renversé. En tout cas, c'est le virus du juriste. C'est des principes fondamentaux. Et c'est vrai, non, mais au fait, la situation en Guinée aujourd'hui ne devrait étonner personne. Quand on a vu un peu l'évolution des choses, de l'autre côté, d'abord avec le Mali, le Burkina Faso, oui, qui semble peut-être alléger un peu la tâche aux missionnaires de la CEDEAO, mais la Guinée, oui, il fallait un peu observer la situation. Des réunions, comme l'a évoqué et l'a rappelé Julio tout à l'heure, des réunions de concertation auxquelles les parties prenantes n'ont véritablement n'ont pas participé, n'ont pas pris part à cela. Et ils ont rejeté la politique de la chaise vide. Et pourtant, la junte au pouvoir a persévéré dans cette lancée, organisée tout en prenant des décisions. Ce n'est tout de même pas la faute de la junte. La junte a invité tout le monde. Non, mais si les consensus, les points sur lesquels on s'était entendu au départ n'ont pas été réglés, n'ont pas respectés, vous ne pouvez pas attendre. D'abord, oui, c'est quelque chose qui a permis à Doumbouya de faire son push, quoi qu'on dise, ce push qui est contesté. D'ailleurs, on l'a dit, je rejoins Julio, je rejoins certainement celle-ci et tous ceux qui combattent ces genres de prise de pouvoir par les militaires, non et non. Maintenant, le fait est là. Si au départ, il y avait eu... Vous devez être minoritaire tout de même. Non, nous ne sommes pas minoritaires. Attention, avec le système anti-français qui se développe de plus en plus en Afrique. Mais ce n'est pas forcément par les armes qu'il faut prendre le pouvoir. Nous dénonçons ça de toutes les manières. Maintenant, si je dirais des partis politiques, des mouvements ont eu le courage de pousser, de pousser jusqu'à bout et permettre à peut-être Doumbouya d'être l'homme qui pouvait gérer la situation, et qu'aujourd'hui on constate qu'ils ne respectent plus les conclusions, les points sur lesquels ils s'étaient entendus, c'est normal que les gens ne répondent pas à cette invitation, sachant très bien ce qui se prépare, ce qui va arriver. C'est exactement cela, parce que le goût du pouvoir, oui, les honneurs, voilà, c'est tout ce dont on bénéficie aujourd'hui, on en est là. On se cache derrière également le peuple. On dit oui, c'est la volonté du peuple, mais de quel peuple s'agit-il aujourd'hui? C'est là la grande. Ne s'exprime que par les urnes. Point. Et ça, il faut le dire. Donc, l'essentiel, c'est de revenir de tracer, en tout cas, de sortir un chronogramme qui permettra aux Guinéens d'aller aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. Et la CEDEAO, quoi qu'on dise, c'est en cela que je rejoins ce que je lui ai dit, la CEDEAO sera ce que nous voulons qu'elle soit. Ça, c'est clair. Et donc, nous devons véritablement faire attention. Le cas de la Guinée, oui, Dieu seul sait ce qui va se passer encore dans les autres pays où il y a la junte au pouvoir, où on veut s'éterniser de toutes les manières pour pas des astuces. C'est à déplorer, c'est pas normal. Non, je pense que nous sommes dans une situation de jouissance de pouvoir de la junte. Jouissance. Jouissance du pouvoir, parce que
il a goûté, il a vu que c'est bon, donc parti comme ça, ce n'est pas bien. C'est d'ailleurs Au dire des militaires, c'est d'établir, bien évidemment, de restructurer le pouvoir d'État. Qu'est-ce que nous pouvons rétablir avec les armes et la force? Nous sommes dans un ordre constitutionnel et la démocratie s'impose comme système de gouvernance dans nos temps modernes. Donc, il ne faut pas quand même nous faire un retour, un saut en arrière avec les armes, des blindés qui circulent nos routes pour dire que nous sommes, pour créer la torpeur et la tension à tout moment pour dire que nous sommes en train de régler des questions de gouvernance. Non. Même s'il y a un problème de gouvernance, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous arrivez, vous prenez le pouvoir, c'est d'instaurer les mécanismes qu'il faut pour remettre le pouvoir aux civils. Et ça prend du temps, parfois. Ça ne peut pas prendre du temps. Parce que lorsque les partis politiques sont là et sont responsables, représentés à l'Assemblée nationale, l'appareil d'État est là. C'est eux qui sont venus foutre du bordel. À partir de ce moment-là, ils ont le devoir de remettre l'ordre constitutionnel qu'il faut. Et dans un délai raisonnable. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Maintenant, s'ils vont au-delà de ça, ça participe également d'autres considérations que j'estime être des considérations de jouissance du pouvoir. Ils veulent jouir du pouvoir, donner le temps d'accumuler ce qu'ils veulent accumuler, apprendre de dire maintenant qu'ils mettent en place un ordre constitutionnel. Mais rien ne les empêche non plus, une fois l'ordre établi, de se repositionner en civil pour devenir chef de l'État. Tous ces mécanismes-là aussi existent, et ça, c'est la démocratie. Donc, ne pas le faire et prétester d'une certaine souveraineté nationale, ou prétester d'une certaine légitimité ou des desiderata du peuple, et ne pas respecter l'ordre communautaire, parce que c'est la communauté. Il ne faut pas oublier qu'aucun pays ne peut être en autarcie. On ne peut que vivre avec des interdépendances et autres. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que la Guinée, avec son président, doit pouvoir savoir raison garder et permettre à une certaine pacification des relations entre la Guinée et la communauté sous-régionale. Si vous le permettez, oui. Je trouve que ce qui cause, c'est ce qui amène ces présidents putschistes à traîner la transition, c'est peut-être l'après-pouvoir. Ils se posent la question, peut-être ils ne se sont pas encore entendus avec les forces, qu'est-ce qu'ils deviendront dès qu'ils vont laisser le pouvoir? Quand vous prenez de l'autre côté du Mali, Assimi Goïta, que deviendra-t-il après avoir laissé le pouvoir? Doumbouya serait peut-être dans les mêmes situations de réflexion. Et c'est ça, moi je trouve que c'est peut-être ça, l'après-pouvoir. Qu'est-ce que deviendrons nous qui avons organisé ce punch? Va-t-on nous laisser tranquilles? Est-ce qu'on sera gracié? De quoi? Qu'est-ce qu'on deviendra? C'est là la grande problématique qui les amène. On n'a pas encore la certitude, on ne s'est pas encore entendu, on se dit, je n'ai pas encore la garantie qu'il faut. Mais tout de même, ils semblent adulés par le peuple. C'est de farce, en tout cas, parce que le peuple qui n'a véritablement pas grande conscience, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui constituent véritablement le peuple, la classe intellectuelle, attendez, ils seront pas comme le peuple, la population lambda qui jubile à moindre réaction sans comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle situation. Quand vous êtes dans le blocus, vous savez, la situation devient très dure. Je prie pour que ça ne vienne pas s'aggraver aux situations de crise que nous vivons avec la cherté, que l'embargo vienne s'en ajouter, ça sera très difficile. Le peuple, oui, on se cache derrière le peuple adulé qui crie Doumbouya, Doumbouya. Je vois, j'ai lu dans les journaux, sur des pancartes, des journaux écrits Doumbouya, le sauveur, Doumbouya, on est heureux, reste encore là. Mais c'est pour combien de temps? Peut-être qu'ils ne comprennent pas la portée de ce qu'ils sont en train de dire. Que fera maintenant la CEDEAO? Parce que vous savez qu'il y a un ultimatum qui a été donné à la dernière réunion donc, des membres, des chefs d'État et de gouvernement, un ultimatum qui a été donné justement aux putschistes du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Rien semble ne pas être respecté. Que fera maintenant la CEDEAO? La CEDEAO ne fera rien, ne peut rien faire. On va se demander qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire dans le cadre du Mali. Rien, en fait. C'est là pourtant, la CEDEAO a fait quelque chose dans le cas de la Gambie. C'est là toute comment dire, l'incapacité de l'institution sous-régionale à
à marquer de main de fer, à régler de main de fer cette situation, parce que, en fait, l'institution en elle-même ne lui offre pas les pouvoirs, en fait. Il faut le remarquer. Mais quand nous prenons le cas de la Gambie, puisque je vous faisais la question, le cas de la Gambie, la CEDEAO a fait quelque chose. Yahya Jammeh est parti. Non, ici, c'est pas la CEDEAO qui a fait partie de Yahya Jammeh. C'est pas la CEDEAO qui a fait partie de Yahya Jammeh. Le cas de Yahya Jammeh a été carrément un autre cas. On a été même, à un moment donné, on a été obligé d'engager, en fait, la discussion. Parce que souvenez-vous, en fait, du processus, monsieur qui dit non à l'élection, qui a fini par organiser l'élection, quelqu'un est élu de son camp, et lui-même se lève pour dire encore non après. Donc, on a dû aller par consensus et lui donner un certain nombre de garanties. Beaucoup de garanties. Comme le cas du vieux, là, je l'oublie. En fait, ça vous a échappé par le vieux. Pardon? De quel pays? Je l'oublie. Le vieux dont on utilise souvent les Mugabe, Robert Mugabe, voilà. De regretter mémoire. Voilà, de regretter mémoire. Donc, ouais. En fait, vous voulez parler du président Mugabe et non le vieux Mugabe. Le président. Bon, en fait, nous, Africains, on le connaît comme le vieux Mugabe. Donc, pour en fait, peindre en fait, une situation, quand nous parlons de vieux, du vieux président Mugabe, on sait de quoi on parle. On peut dire ça d'un autre pays à côté de nous, bilingue. Parler du vieux, par exemple, Paul Biya, pourquoi pas. Bon, voilà. Je ne dis pas vieux, hein. Donc, en fait, on a dû aller dans la discussion pour donner un certain nombre de garanties, en fait, à ceux-là, pour qu'à un moment donné, ils lâchent prise. Parce que, en ces circonstances, vous ne pouvez pas aller par la force. Autrement, on va tomber dans les revers qu'on a toujours condamné, comme par exemple le cas de la CEDEAO de la Côte d'Ivoire, où on a été obligé d'aller chercher un président en exercice dans son palais avec tout ce que l'on a connu. En fait, la CEDEAO en elle-même n'a pas le pouvoir de le faire d'une certaine façon. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO est impuissante pour faire quoi que ce soit, sauf à continuer la discussion, à user des voies et moyens, la médiation et toutes les voies de résolution amiable pour parvenir à faire entendre raison. Et c'est pourquoi ce que Théodule dit est aussi important, en fait, la garantie après le pouvoir. Parce que lorsqu'on est dans cette circonstance-là, ce qu'on recherche, la question qu'on se pose, c'est je lâche prise maintenant, quel sera l'après? Est-ce que je ne vais pas me livrer? Bon, ce n'est pas une manière de se livrer moi-même. Donc, des fois, on s'accroche pour en appeler à ces garanties, pour sa propre sécurité et la sécurité des siens. La question du peuple ne se pose pas tout. Moi, je l'ai toujours dit. En fait, moi, j'appelle ça de la manipulation de la masse populaire. Parce que c'est ce que vous voyez sur les caméras. Les gens savent où ils amènent les caméras. Les gens savent les opinions qu'ils montrent. Nous avons vu dans ce pays, entre 2015 et 2016, ce qu'a été l'opinion. Quand le peuple a été aux élections, on a vu. C'est pourquoi le seul moyen d'expression du peuple, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas les urnes. Ce n'est pas qu'on rassemble une foule, que la foule crie à tel, non. Pour poser une question, vous voulez poser une question au peuple, pour avoir l'opinion du peuple, invitez-le dans les urnes, le peuple s'exprimera. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne prends pas ces choses-là comme, tout cas, si, excusez-moi, malheur vient dans n'importe quel pays, vous trouverez une partie du peuple se soulever dans l'euphorie, dire oui, on est d'accord, c'est bon, ainsi de suite. Mais après, ça donne quoi fondamentalement? Et de sorte que nous devons savoir raison garder par rapport à ce que j'appelle de la manipulation de masse pour voir véritablement quel est le problème et comment le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer, d'accord, à prendre le pouvoir par ces manières-là. C'est-à-dire, nous reculons des années-lumière au moment où les gens, dans certains pays, ceux que nous envions, ont fini de régler ces questions d'accession de pouvoir, ces questions même électorales, et sont sur la piste du développement. On va continuer à prendre les armes pour prendre le pouvoir, s'y accrocher, et on finit par se laisser à un seul homme, au désiderata d'un seul homme. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Quand vous voyez en fait la composition, on vous dit qu'il y a un conseil national, on vous dit qu'il y a un comité national de rassemblement et du développement. Qui est le Parlement? Qui est le Parlement? Donc, nous connaissons la composition. Et donc, les différentes consultations-là, les résolutions sont convoyées à ce comité-là, qui, dans son rôle,
de parlement légifère, dit ce qui est bien pour lui, et reverse en fait finalement au CNT qui décide en toute souveraineté. Et celui-là qui décide en toute souveraineté, c'est le colonel Doumbouya. En fait, après tout ce que les autres ont dit, c'est lui. Et voyez-vous un peu, la CEDEAO a donné 6 mois, dit les élections doivent être organisées dans 6 mois. Mais on a attendu 8 mois, d'accord, pour sortir un calendrier. Mais encore, qui vous dit même que même si on acceptait, on accédait à cette demande de 39 mois, qui vous dit qu'en 39 mois, les gens ne feront pas ce qu'ils ont fait à côté pour dire non, on s'est rendu que c'est peu, on a besoin encore d'1 an, on a besoin encore de 2 ans. Donc, tout est encore possible. Et donc, pour éviter tout, il faut vite circonscrire le mal. Vu que la CEDEAO, puisque si je me tiens à vos propos, vu que la CEDEAO ne pourra rien faire, CEDEAO ne peut que discuter, négocier. Véritablement. Rien faire de Julio, je crois comprendre que c'est ne pas aller par par une la force, intervention musclée. par une intervention musclée, mais la CEDEAO doit continuer le dialogue, trouver tout ce qui est possible à faire pour continuer les échanges avec la Guinée jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel se rétablisse dans ce pays et que les armes puissent cesser de gouverner. Non, je crois que oui, la CEDEAO ne peut rien faire par la force, mais toujours est-il qu'on se pose, et ça, cette question demeure jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelle est véritablement l'autorité de la CEDEAO dans ces crises. Parce que, voyez-vous, c'est vrai qu'il faut continuer le dialogue, il faut discuter, échanger, mais c'est sur le dos des contribuables de la CEDEAO. C'est à partir des cotisations. Tous ces émissaires qui voyagent, c'est avec les moyens de la CEDEAO, et des frais de mission, etc. Et tout ça, oui, pour quelle finalité, pour quel résultat? Aller discuter, et de l'autre côté, les autorités en place des pays d'accueil s'en foutent éperdument d'eux. Moi, je trouve que ça ramène la question de ce que... La recherche de la paix a un cours, oui, Théodore Moussa. Bien évidemment. Mais la question de la restructuration donc, de la CEDEAO revient une fois encore. Il faut revoir ça et donner beaucoup plus de crédibilité, de dimension, de force à la CEDEAO. Ce n'est que les chefs d'État. Quand personne ne veut être responsable. Les chefs ce débat, on va... Je veux t'en mettre Théodore Moussa. En son temps, on va prendre les décisions qu'il faut. Ce n'est que... On mènera le débat une autre fois, certainement. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa. Julio Tobetti, Cécile Tonoko, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin donc de notre tribune. Ça se discute.